Bonjour tout le monde, ou bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau live Préférence Rome dédié, comme d'habitude, enfin, ou en tout cas comme souvent, au salon, et en l'occurrence au dernier en date, le Whisky Live 2024. Donc je suis accompagné en chair et en os de Pierre et Romain. Pierre. Bonjour à tous, ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous regardez. Ouais. Romain. Bonsoir. Ok, c'est succinct. Donc on est ravis de retrouver pour ce nouveau live. Vous savez que pour nous, c'est un moment aussi agréable qu'important. On aime bien faire ça en vidéo. On espère que vous aussi. Et en plus, cette année, on a mis les gros moyens. On a sorti carrément la présentation en PowerPoint pour qu'il n'y ait pas de nos têtes en gros plan. Donc, on tente de s'améliorer avec le temps et on espère que ces améliorations vous plaisent. On commence tout de suite, sans transition, avec un petit mot sur le salon. Vu que j'ai la parole, je vais être rapide. Ça va rejoindre un peu mon top d'après. On est vraiment sur un salon extrêmement réussi. Année après année, je trouve que la qualité reste la même. Et c'est très agréable. Surtout le fait d'avoir beaucoup de spiritueux différents et beaucoup de belles choses à découvrir. Donc voilà, moi, c'est mon petit mot. Je suis après très bref. Pierre. Bah oui, je te rejoins, le salon fantastique. Je trouve même voilà, que c'est de mieux en mieux. J'ai eu l'impression que c'est encore plus aéré cette année, encore plus agréable pour circuler. J'ai pas eu la sensation d'être trop dans la foule. Peut-être un petit peu dans les fins d'après-midi, il y avait un petit peu plus de queue sur les stands, mais globalement, j'ai trouvé ça plutôt cool. On pouvait même s'asseoir un petit peu du côté du VIP sans trop de difficultés. Moi, j'ai fait les 3 jours cette année. C'est la première fois que je fais 3 jours sur le salon. Alors c'est fatigant, mais ça permet de faire le salon aussi sur un autre rythme, de en réalité moins boire tous les jours et finalement d'être plus frais et d'encaisser les 220 spiritueux goûtés dans le week-end de manière enfin, assez cool finalement. Donc pour ceux qui ont la possibilité, qui ont le temps et les moyens de s'organiser ça, c'est vrai que faut avoir des bons potes qui vous hébergent, mais ça vaut le coup. On s'est même permis un petit resto le lundi à midi en sortant du salon pour vraiment profiter au max de l'après-midi. Donc vraiment un super moment. Voilà, c'est le point d'orgue de la saison du spiritueux de très très loin. C'est vraiment le grand moment. Et voilà, je trouve qu'il y avait une bonne ambiance assez festive, mais assez joyeuse, quoi. C'était plutôt cool. Très bon salon. Ouais, donc du coup, je vais rebondir un peu sur ce que vous dites tous les deux. Déjà, je pense que c'est quand même, ça se pose d'année en année comme le salon en fait. Enfin, pour moi, c'est la référence de par la marque présentée, de par la quantité, la qualité de la présentation aussi. C'est vraiment un excellent salon. Je suis assez d'accord sur le fait que je me suis jamais senti trop oppressé. Il y a des moments où en fait, dans le VIP, il y avait un peu trop de monde, mais du coup, on bougeait ailleurs et on revenait plus tard. Et c'était pas très très grave. Et puis effectivement, comme Pierre, j'ai fait les 3 jours, donc du coup, c'est vrai que quand il y avait trop de monde à un stand, on allait ailleurs et puis on revenait plus tard. Et c'est vrai, c'est un luxe, hein, mais effectivement, ça permet de le faire à son rythme, sans forcément se mettre une pression de malade, comme on peut le faire, comme ça nous est arrivé par le passé, de devoir les faire en un jour et où du coup on se dit, faut pas que je loupe ça, faut pas que je loupe ça. Et au final, on est tellement une liste de choses à faire qu'on oublie d'apprécier vraiment le moment, quoi. Donc là, c'était vraiment un salon très agréable aussi pour ces raisons-là, le cadre en fait. Ouais, c'est vrai que je crois que je suis même sûr, ils ont pris toute la grande halle de la Villette cette année pour la première fois. Et c'est vrai qu'en effet, vous avez raison, c'était très très bien fait et très agréable. Donc on a quelques tops. Je remplirai au fur et à mesure en direct, comme ça on viendra à une petite trace et on pourra, ceux qui voudront regarder la vidéo en accéléré pour voir l'évolution des tops. Est-ce que Romain, tu as les tops de Flo Ah oui, alors attendez, j'étais en train de regarder ça, pardon, je suis désolé. En fait, dans les tops, il met surtout ses bouteilles, lui, en fait. Ok, très bien. Donc du coup, j'ai déjà les bouteilles, mais Très bien, bon, on on fera fait ça ça? après. On fera ça après. Vas-y Romain, vu que tu es là. Du coup, dans le top, moi, je vais te parler de la variété. C'est-à-dire, paradoxalement, en fait, c'est là où je dis, enfin, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit. La variété des alcools présentés. Moi, j'ai fait, paradoxalement, j'ai pas bu trop de rhum. Je suis pas très bon élève pour préférence rhum, du coup. J'ai pas bu trop de rhum j'ai fait beaucoup de whisky, mais j'ai fait aussi des cognacs, j'ai fait aussi des armagnacs, j'ai fait aussi du mezcal. Enfin, c'est vraiment, je vois pas
de salon où il y a une telle variété au niveau des alcools présentés. Et en fait, presque, je m'interroge sur le côté, presque le titre correspond plus, quoi. C'est-à-dire que Whisky Live, il y a un moment, c'est pas du tout un salon dédié au whisky, quoi. C'est extrêmement trompeur. Et voilà, c'est globalement, c'est vraiment, c'est ce que je retiens de ce Whisky Live, en tout cas. Ok. Eh ben, écoute, c'est vrai en effet. Moi, quand j'en parle aux gens qui ne connaissent pas, je parle de grandes fêtes des spiritueux et ça me semble, c'est vrai en effet un peu plus correct. Vu que je parle, Pierre, je garde la parole, excuse-moi. Moi, c'est vrai que je vais citer trois tops. On aura un petit temps après dédié aux différentes bouteilles, aux références précises, mais je vais quand même en citer une maintenant, parce que c'est pas tant un top à acheter, parce qu'elle est très chère, mais c'est la Zétoile de Nesson. Donc, je voulais encore une fois saluer la présence sur le stand non VIP, en tout cas quand on est arrivé samedi de la Zétoile, et c'est vraiment très agréable. Et donc, merci à Nesson. Ensuite, moi, je vais parler de l'Encantada vite fait. Et encore une fois, c'est vraiment pas que les références que je citerai tout à l'heure, mais plus l'accueil vraiment que je trouve toujours très agréable. Je l'ai dit à Vincent d'Encantada l'autre jour, sur le salon. Je trouve qu'il y a un accueil qui est à la fois précis, pointu, mais très très agréable et pas pompeux, et j'apprécie énormément. Et j'ai trouvé un peu la même chose au domaine des Hauts-de-Glace, qui est un troisième coup de cœur pour moi. Et même un peu, c'est vrai, chez Pasquet avec Paul, qu'on salue. Mais au domaine des Hauts-de-Glace, je ne sais pas comment s'appelle la personne qui nous a fait la fin de dégustation, mais c'est vraiment très très agréable, et c'est un mec qui est super sympa, et des gens qui sont pointus, qui sont très bons dans ce qu'ils font. Donc c'est très agréable de parler de ça avec eux, mais qui rendent le truc vraiment limite on serait avec un pote, et c'est très 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 agréable. Il y a en tout cas, dans les deux exemples que tu cites, que ce soit l'Encantada ou le domaine des Hauts-de-Glace, tu as une vraie volonté de transmettre sa passion. Enfin, moi, que j'ai trouvé aussi, par exemple, chez Pasquet, mais le domaine des Hauts-de-Glace, c'est effectivement ça. On sentait vraiment que la personne, elle était contente qu'on prenne le temps de discuter avec eux, de découvrir les produits, et il était ravi de nous faire goûter des choses. Et donc ça, c'est vraiment, ça participe à l'intérêt de l'échange, on va dire. Donc ça, c'est vraiment, vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. Ouais. Pierre, je te laisse. Alors déjà, je suis complètement d'accord avec vos tops à tous les deux, hein, et c'est vrai que la variété, ce que tu disais Romain, la variété sur le salon, c'est complètement dingue. Et d'ailleurs, ça rejoint ce que tu nous dis, Simon, dans tes tops, parce qu'il y a du rhum, de l'Armagnac et du whisky. Donc au final, on s'y retrouve. Moi, j'ai fait le dernier jour avec Romain, qui est assez spécialisé du whisky, en néophyte du whisky. Et c'est vrai que j'ai adoré ma journée aussi. Donc voilà, le salon, je vous rejoins complètement sur ce que vous avez dit. Moi, je vais retenir deux stands sur les tops. Alors il y en a un, j'étais pas forcément parti sur ça au début. Et puis après réflexion, j'ai été pas mal critique avec Vélier depuis quelques années, où je trouve que la maison, elle patine quand même pas mal pour nous sortir. On était tellement habitués en fait à ce que ça soit le moteur du rhum, que quand ils sont un petit peu ils ont sorti un petit peu moins de choses fantastiques, et ben ça a fait tout drôle. Et en fait, je pense que l'effet qu'on a un petit peu sur le monde du rhum, qui sort peu de nouveautés, c'est aussi lié au fait que Vélier sort moins de trucs. Et c'était quand même dans les années 2010, c'était quand même chez eux que ça se passait en fait. Et là, j'étais plutôt content parce que, alors, pour le coup, on va pas parler sur ce stand-là du côté partage de passion ou de l'accueil qu'on a pu avoir chez eux, parce que c'est pas le cas, clairement. Les stands, ils sont tenus par des mecs qui sont là pour faire déguster, ils sont pros, mais on n'est pas du tout dans un côté très convivial. Il y a beaucoup de monde, c'est un petit peu la foire aussi par moment quand il y a les Caroni qui sortent. Mais j'ai trouvé que, en comparaison de l'année dernière, où il y avait un petit stand dans un coin, où c'était un petit peu tristoun quand même, je trouvais qu'il y avait quand même pas mal de choses. Il y avait la série Alex Webb, je peux me tromper sur le prénom, mais il me semble que c'était ça, avec les belles photos dessus. Il y avait les Magnum là. Il y avait un Saint James, un Binley, un Hamden, et puis le dernier, c'était un Clarendon. Donc il y avait ça sur le stand Vélier. Après, il y avait pas mal de choses, les nouvelles habitations Vélier, même si c'est des produits qui sont devenus très très jeunes maintenant chez Habitation Vélier, les Nine Leaf qui avaient un côté un petit peu tête d'affiche aussi, et puis sur un stand Caroni. Alors moi j'ai trouvé ça plutôt cool, même si alors j'ai pas du tout aimé l'aspect sur les nouveautés Caroni, le côté faut venir à 14h pour goûter la 2000 et puis revenir à 17h, on en ouvre une autre. Franchement, tu as l'impression de te retrouver en boîte de nuit avec 50 mecs qui tendent le verre à se bousculer pour essayer de gratter un demi-centilitre. Donc ça, j'ai trouvé ça un petit peu naze. C'est un petit peu le jeu aussi. Ils doivent avoir que peut-être 5-6 bouteilles ouvrir sur le salon. Donc
Donc, en fait, ce sera forcément la foire parce que les gens, ils se comportent comme ça aussi parce que tout le monde veut les goûter. Donc, en fait, c'est un peu la rançon aussi du succès et de la rareté. Moi, ce que j'ai trouvé aussi cool, c'était qu'ils mettent régulièrement au fil de la journée des caronis classiques en fait sur le stand qui étaient plus faciles à goûter. Bon, c'est des bouteilles qu'on a pu goûter, voir. Bon, moi, j'en ai quelques-unes à la maison, donc on n'est pas du tout dans le côté claque, la nouveauté, machin. Mais pour des gens qui font le salon, qui ne sont pas dans le rhum depuis trop longtemps, c'est quand même plutôt intéressant de pouvoir goûter ce type de bouteille, un Caroni 15 ans, un Caroni 17 ans, il y avait le Replica, le Magnum 2000, pour le coup, que je ne connaissais pas, donc ça, c'est plutôt cool. Et c'est vrai que c'est assez intéressant, je trouve, quand même, de ressortir un peu ce côté classique. Voilà, on aurait été sur le stand de Naisson, il y aurait eu un 15 ans du premier batch, on aurait été aussi assez fou de goûter ça, quoi. Donc, je remets ce côté ressortir un classique, c'était cool. Alors après, les foutre à la boutique à 700 balles la bouteille, ça, c'était un peu moins cool. Mais il faut, voilà, après, c'est le business aussi. Je pense qu'il y avait un petit effet peut-être de se dire, on peut faire craquer quelqu'un qui découvre. Même s'ils sont restés ils m'ont semblé rester bien sur les étagères quand même, parce que les prix étaient assez dingues, hein. Les prix des Caroni sur la boutique étaient assez fous, hein. Même les 10% du salon, je pense qu'ils ne mangeaient pas trop la marge. Donc ça, c'est voilà. Donc ça, c'est le premier. Voilà, j'ai trouvé ça plutôt intéressant que Véli propose ça. Et puis les Nendiv, je pense c'était pas tout bon. Il y en a un qui m'a plu, celui qui est en fût de Bourbon. Mais il y a du potentiel. Voilà, il y aura peut-être des belles choses à l'avenir. Il y a du potentiel quand même derrière ces produits-là. Et puis le deuxième stand, en fait, la deuxième maison que je voulais mettre en évidence, c'était Gros Perrin. Gros Perrin qui avait 2 stands sur le salon, un stand en bas du côté spiritueux français, et puis un stand au VIP. Alors franchement, le stand, les produits qu'il y avait sur le stand entre guillemets classiques, c'était déjà des trucs de fou, hein. On avait déjà des bouteilles, des Armagnac de 70 ans, des cognacs pardon de 70 ans. Il y avait le 52-22 qui est assez dingue. Il y avait des tonnes de choses. Donc c'était déjà d'un niveau extrêmement élevé au stand entre guillemets classique. Alors au VIP, c'était encore pire en fait, avec une gamme de single casque assez incroyable. En fait, on en avait retenu quelques-uns, notamment les grandes champagnes 76 et 39 qui nous ont mis une claque. Mais voilà, c'est d'arriver en fait avec 10-15 bouteilles de fou en fait sur le salon, sur 2 stands. Et là, il y avait les bouteilles, elles sont restées les 3 jours. Il y a un côté partage. Enfin, on nous a gavé de produits de dingue chez Gros Perrin, avec en prime l'ouverture à chaque fois. Alors là, on était un petit peu sur un modèle Caroni qui les ont un petit peu dépassés en fait, parce qu'ils l'ont fait le samedi sur un cognac de 1835. Ça s'est plutôt bien passé. D'ailleurs, ils ont servi des doses assez importantes, sauf que le bouche à oreille c'est fait, et le dimanche à 17h, c'était pas tout à fait la même. D'ailleurs, on a vu Monsieur Gros Perrin qui s'occupait de la bouteille, qui était un petit peu embêté du monde en fait. Et du coup, parce qu'ils savaient déjà dès le début qu'ils ne pourraient pas servir tout le monde et que ça avait un côté un petit peu cohu, parce que voilà, mais ça, là encore, c'est pas forcément de leur faute. Je pense qu'ils ont été un petit peu dépassés par l'engouement, parce que voilà, ouvrir une bouteille de 1835 le samedi, ça a fait parler. C'est quand même assez exceptionnel, hein. On est sur des trucs 170 ans, je pense que même peut-être 190 ans. Mais Ça n'existe pas, quoi. Pierre, pour le dimanche, c'était un cognac du début du XXe siècle, non? C'était Début du 1900, XXe siècle. Ouais, c'était début du XXe siècle. Voilà, c'était pas la même bouteille, parce que c'était des bouteilles uniques en fait qu'ils ont ouvert à chaque fois. D'ailleurs, là, c'était une bouteille qui était même pas étiquetée en fait, hein. C'était un truc qu'ils ont retrouvé, qui ne savait pas trop dater, début du siècle. Mais voilà, en tout cas, c'était un peu plus la cohue du fait de la veille. Je pense que ça a attiré du monde. Mais voilà, en tout cas, chapeau d'arriver sur un salon avec à ce point-là de produits de qualité. Là, on est vraiment, enfin là, ils ont fait vraiment plaisir à tous les gens qui sont passés sur leur 2 stands, et en plus avec un accueil très pro. Voilà, c'était top. Voilà. C'était un petit peu les 2 stands. Voilà. Après, il y avait pas mal d'autres endroits. Enfin voilà, on voudrait tous les citer, hein, tellement on a apprécié, mais voilà. C'était vraiment les deux trucs que je voulais mettre en avant. Ouais, parce qu'on ne se rend pas compte, mais si la marque elle sort, enfin, elle vide 5-6 bouteilles d'une bouteille qui vaut 1 000 €, en fait, c'est 5-6 000 € qui ne rentrent pas dans les caisses, quoi. C'est ça, et on en était là, quoi. Je pense que c'est même plus de 5-6 bouteilles qui sont passées. Oui, non, mais c'était juste pour illustrer le propos, mais ouais. Non, mais tu as raison de le dire, c'est bien, c'est vrai. En plus, je crois qu'ils étaient contents d'être VIP, ce que je peux comprendre, hein, c'est une belle marque de reconnaissance, et ils ont fait honneur à leur place au VIP. On passe au flop. Alors, du coup, ouais, je suis désolé, mais comme vous avez tous cité des choses et que ça va pas faire partie de ma sélection de comment ça s'appelle. Vas-y. Est-ce que tu peux me rajouter, donc dans les spiritueux, tu peux mettre la gamme artiste collective, qui est en fait, il y a une gamme artiste qui est sortie par la Maison du Whisky, qui est des whiskies vraiment d'exception et qui fait des choses assez hors de prix, faut le dire. Mais bon, c'est des fûts assez exceptionnels que vous pouvez goûter. Donc ça, c'est la gamme artiste. Elle sort tous les ans pour les amateurs de whisky. Donc du coup,
Maintenant, ils ont une nouveauté depuis l'année dernière, je crois. Ils mettent en valeur une distillerie, c'est-à-dire qu'ils vont sortir un 5, un 10, un 15, un 20, un 25 d'une distillerie. Et puis à côté, ils vont sortir d'autres choses. Donc du coup, plutôt, ils vont aller chercher différents fûts dans différentes distilleries qui leur plaisent. Et essayant à chaque fois de trouver des choses exceptionnelles. La gamme artiste collective, c'est la même chose avec l'idée que ça puisse rester accessible, c'est-à-dire que on va chercher des petites pépites, c'est pas forcément des choses qui vont des bouteilles folles à des prix de dingue. Et donc du coup, on s'est fait la série entière le lundi et j'ai trouvé toute la gamme extrêmement cohérente, extrêmement accessible pour des gens qui veulent débuter dans le whisky. C'est des bouteilles entre 60 et 120 balles au final. Enfin, il y a peut-être une à 150, je sais plus. Et tout était vraiment très très bon, c'est très représentatif de la distillerie en question. Enfin, j'ai vraiment trouvé ça très très bien fait et je pensais que ça, voilà, comme vous étiez tous, ça met en valeur un peu des choses, même si je partage complètement ton avis, en tout cas, votre avis sur le Gros Perrin, l'Encantada et les domaines de Haute-Glace, parce que je les ai bu avec vous et j'ai adoré aussi. Et j'ai trouvé que l'accueil était super. Et ben là, je tiens à dire que vraiment, on a eu un chouette accueil à ce stand et puis que la gamme, j'ai trouvé assez cohérente. Donc voilà, je le mets aussi dans mes tops. Ouais, j'ai coupé mon micro, donc, mais en fait, ouais, c'est ça. Donc, il y a la série Artiste, qui est la collection un peu haut de gamme de la maison de whisky annuelle, et Artiste Collectif, qui est la version un peu plus accessible. Donc, il y a les bouteilles noires Artiste, dont cette année, il y avait Ben Romac, etc. Glenburgie aussi, que tu as beaucoup aimé, je crois. Et Ouais. Artiste Collectif, qui est la version un peu moins élitiste. Ouais, c'est plus accessible, quoi. Il n'y a pas besoin vous pouvez y aller et taper dans la gamme. Et puis, même si vous n'y connaissez pas forcément grand-chose au whisky, c'est une petite pépite, c'est des bons rapports qualité-prix. Enfin, moi, je trouve ça pas mal dans l'idée. Je cherche le flop de. Ouais, je crois qu'on avait les mêmes un peu avec Flo. C'est ça que j'ai effacé. Ok, oui. J'ai effacé parce qu'on était assez d'accord. Ouais. Moi, mon flop cette année, c'est la sélection qu'il y a eu en Rome. Et ça me fait un peu mal au cœur. Et j'ai un autre flop après, mais je vais d'abord commencer par celui-ci. En Rome, malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de nouveautés. Alors, c'est pas très gentil pour certains stands qui étaient quand même bien fournis, etc. Je pense à Ricci ici, Ricci qui avait un stand, on en a parlé avec certains amateurs, qui était peut-être trop fourni. Donc, les gens arrivaient, il y avait peut-être trop de choses. Et donc, Ricci, ils ont plusieurs gammes. Et dans la gamme, on va dire, en fait, la plus chère, les sélections les plus vieilles, etc., forcément, si tu arrives sur un stand et qu'il y a 10, 12 sélections, voire même 15, tu vas peut-être pas faire les 15, mais si tu fais pas les 15, tu vas prendre les plus chères. Donc, c'est un peu, voilà. Donc, en tout cas, Ricci avait un très beau stand. Mais moi, de mon côté, j'étais un petit peu déçu par les nouveautés au Rhum. Et surtout, en fait, moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est que j'ai l'impression qu'en ce moment, mais ça, c'est peut-être très personnel et c'est peut-être que moi, donc, mais vu que c'est moi qui parle, bah, je le dis quand même. Je trouve que parfois, le contenant prend le pas sur le contenu. Et on a, par exemple, des très belles œuvres sur des très beaux dessins, très belles créations artistiques sur les bouteilles, donc c'est bien. Mais en fait, pour moi, l'important, c'est dans la bouteille, quoi. Et parfois, j'ai l'impression que on cherche trop à vouloir innover à tout prix, avec des doubles casques, je ne sais pas quoi, au détriment du jus dans la bouteille, quoi, du rhum en l'occurrence. Et voilà. Donc, je ne pense pas qu'il y ait besoin, forcément, on en parlait tout à l'heure avant d'enregistrer avec Romain, donc je te réponds maintenant, Romain, en direct, devant la foule de nos abonnés. On a d'ailleurs dépassé les 100. N'oubliez pas de vous abonner, si ce n'est pas encore fait. Mais en fait, il n'y a pas besoin de faire d'innover forcément en termes d'origine, en termes de finish, en termes de tout ce que tu veux. Mais juste en fait un jus bien fait. En fait, c'est un rhum bien fait, c'est ce qu'on attend, quoi. Et voilà. Donc moi, et j'écrirai après pendant que vous allez parler. Mais je regrette un peu, voilà, ce côté un petit peu peut-être on veut trop innover pour se démarquer sur un marché qui est sûrement très chargé. Mais en fait, les bouteilles qui marchent ne sont pas forcément celles qui sont le plus marketées. Si votre rhum est bon, ne faites pas de double finish, patati patata, tout ira bien, il sera vendu et apprécié. Je te rejoins, Simon. Je trouve qu'on confond souvent nouveauté et innovation, en fait.
Et c'est qu'on attend de la nouveauté, mais on n'attend pas forcément un truc qui sort des sentiers battus ou qui nous mette une claque parce qu'on n'a jamais goûté un truc comme ça. Mais en fait, quand on regarde les produits qui nous plaisent, alors là, HSE sont pas Whisky Live, mais typiquement, tu prends chez HSE, on fait souvent la blague, le meilleur finish, c'est le single cask 2003 et maintenant 2006, c'est-à-dire celui qui n'a pas de finish en fait. Et c'est qu'un ça manque un petit peu à ce niveau-là. On en parlait tout à l'heure avant d'enregistrer, mais par exemple, on prend quelque chose qui était assez classique chez Nesson, par exemple le 12 ans, le dernier 12 ans qui est sorti, c'est un 2005, qui est sorti en 2010, en 2017, quelque chose comme ça. Il a dû sortir un peu plus tard, il est sorti en 2018-2019. Ça fait 6 ans qu'il n'y a pas eu de 5-6 ans qu'il n'y a pas eu de 12 ans chez Nesson. C'est des produits qui nous manquent en fait. Quelque chose d'assez classique. Un rhum à entre 48 et 52 degrés, bien foutu, suffisamment vieux, parce qu'en fait, on a je pense que on en a parlé dans plusieurs vidéos, mais il y a peut-être un manque de stock sur du rhum vieux, ce qui fait qu'on a, je pense, une moyenne d'âge. Si on faisait le compte, si on compilait un peu ce qui sort en termes de moyenne d'âge, je pense qu'on aurait assez peur par rapport à ce qui sortait avant. Je pense qu'on a beaucoup perdu en vieillissement, en termes de temps de vieillissement. Et en fait, c'est ce qui nous manque un petit peu, c'est des rhums entre 10 et 15 ans, assez classiques, à un degré brut de fût ou à un degré assez élevé. Voilà, il nous manque un petit peu ça, je pense. Et du coup, c'est cette sensation-là qu'on a soit des produits extrêmement marketés, des belles carafes et des trucs à 2000 balles, ou alors des élevés sous bois ou des trucs de 3-4 ans max. Et en fait, il y a un trou un petit peu entre les deux, quoi. Je pense que c'est et c'est typiquement dans ce trou-là, en fait, où nous on se retrouve. C'est là qu'on aurait trouvé les produits qu'on cherche, en fait. C'est-à-dire des produits de 12-15 ans. Et c'est des trucs j'ai l'impression qu'ils n'existent plus trop. Alors peut-être que ça reviendra, hein, il y a des stocks à refaire. Mais le problème, c'est qu'à force de tout embouteiller en élevé sous bois, il y a plein de logiques financières, il y a plein de logiques, il y a des business à faire tourner derrière aussi. Hein. Faut pas, une maison, elle va pas attendre 10 ans avant de sortir son premier truc. Mais en tout cas, je pense qu'il y a un petit. Dans les produits qui nous plaisent, en fait, hein, ces agricoles de 15 ans, il y en a pas tant que ça. Quoi. Ouais. Mais juste, mais tu as raison. Et d'ailleurs, j'avais fini, mais ce que tu dis me permet de rebondir sur ce que je disais à l'instant et je te remercie pour ça. En fait, c'est vrai que Nesson, nous, on est des grands fans et j'ai 10 étoiles sur le stand, c'était super. Mais en fait, c'est soit des ESB, et d'ailleurs, leur nouvelle ESB est exactement dans ce que je disais, puisque la bouteille est magnifique. Hein, c'est une bouteille noire avec des peintures colorées dessus, vraiment du plus bel effet. Mais ce qu'il y a dedans, je suis désolé, hein, après c'était salon, donc peut-être que si je reboot ça au calme, je me rendrai compte que j'ai dit une bêtise là maintenant. Mais encore une fois, je vais assumer, voilà. Mais ça ne va pas émoustiller. Les différents profils ont leur public, mais moi, je ne suis pas un grand fan des ESB. On en parlera peut-être un jour en détail, mais voilà. Moi, moi, je te coupe sur cette bouteille-là. Je lui trouve une qualité, c'est que j'ai trouvé qu'elle était meilleure que les profils séparément, en fait. Et du coup, c'est pour saluer aussi le travail de blend. C'est pas forcément ma cam, c'est produit très jeune. Mais je trouve quand même que, notamment grâce à la réduction, parce que les profils, je trouve un petit peu trop nerveux, moi, en général. Je trouve que ESB plus haut degré, pour moi, c'est pas trop mon truc. Et la réduction à 49 degrés leur fait vachement de bien. Et je trouve qu'il y a quand même cette qualité d'avoir, même si c'est pas forcément le produit le plus fou du monde, d'avoir réussi à faire quelque chose de. Des fois, c'est quand même le but d'un blend, hein, c'est que ce soit mieux que les produits indépendamment. Et je trouve que sur ce produit-là, c'est plutôt réussi. Sans en avoir fait une dinguerie, mais voilà. Ouais, mais bon, là, tu m'obliges à être méchant, donc je vais être méchant, mais les produits de base, en fait, individuellement, sont pas fous, donc, sont même vraiment, à mon goût, vraiment pas terribles. Donc, en effet, tu as raison de dire, c'est vrai que le blend est meilleur que la somme d'individualité, pardon. Il y a un peu tard qu'on enregistre, donc j'ai du mal à le dire, mais voilà. Donc, tu as raison de le dire, c'est vrai, mais je trouve qu'en l'occurrence, c'était pas très dur, donc, voilà. Donc, mais bon, c'est mes goûts, hein. Je suis peut-être devenu un peu compétition, mais en effet, tu as raison de quand même de le signaler, c'est tout à fait juste. Non, mais on n'est complètement pas sur tes goûts. En plus, on est sur des produits quand même assez gourmands, assez pâtissiers. Ouais, il y a pas mal de beurre. Il y a pas mal de beurre, oui. C'est pas trop mon truc. Mais oui, juste pour finir, enfin, pour ce flop, peut-être qu'après je parlerai encore quand même. Désolé. Mais en effet, moi, la bouteille que j'ai plus kiffé depuis plusieurs mois, les 2-3 bouteilles que j'ai plus aimées, c'est les HSE. C'est les Isotier, mais voilà, c'est un petit flop aussi parce qu'ils ont beaucoup sorti de nouveautés, donc ils nous avaient habitués à ce qu'on aille chez eux limite en premier. Donc cette année, on était un peu déçus de voir qu'il n'y en avait pas, mais c'est tout à fait logique. Donc, en tout cas, pas envieux. Mais donc c'est logique, mais on peut quand même le regretter. Mais en agricole, c'est vraiment les HSE, alors, 2007 pour la confrérie ou les plumes privées, etc. Et c'est pas des rhums si vieux que ça, des rhums qui ont environ 10 ans. Et ouais, tu as tout à fait raison. Chez Nesson, c'est ESB ou bouteille à 2000 €. Et en effet, il manque des bouteilles intermédiaires. Pierre, tu l'as très je parlais du 12 ans, mais même un XO Full Proof, par exemple, le dernier, il doit être sorti en 2020. Tu vois, un truc comme ça.
Ouais. Mine de rien. Alors que bon, on est sur un produit qui, à l'origine, pouvait être un produit qu'on imaginait quasiment permanent. Et en fait, ça fait 5 ans qu'il n'y a pas eu d'élection foolproof chez Nesson. Voilà, donc qui seraient des produits un petit peu comme ça, d'une dizaine d'années. Ouais, j'ai pas marqué, Pierre, de flop pour toi, mais Parce que j'ai pas encore parlé. c'est ça. Bon, bah, ok. Ouais. C'est ça. J'étais Parce qu'en sûr fait, de pas avoir je loupé, suis intervenu je t'ai un peu coupé non, la mais ça, parole, je voulais pas ne pas non. rendre hommage à Non, ce mais que tu après, disais, donc on est d'accord que. après, du coup, j'enchaîne sur, Vas-y. voilà, ça rejoint un petit peu ce que tu disais. Moi, j'ai trouvé que autant les embouteilleurs indépendants dans le whisky, ils portent un petit peu le marché, ils sont un peu vecteurs de nouveautés, autant dans le rhum et surtout côté VIP, en fait. Dans les flops, tu peux mettre plutôt les IB rhum côté VIP, du coup. Je trouve que voilà, il y a un côté, c'est un peu tous les mêmes produits, en fait. En gros, on est vraiment sur un produit très. Bon, alors on est sur de la mélasse, déjà. Hein, c'est aussi lié aux réglementations qui font qu'il y a très très peu d'agris qui sortent en embouteillage. Mais en gros, on est sur de la mélasse. On est sur. Alors cette année, c'était les Guyana. L'année dernière, c'était les TDL. En gros, voilà, des Guyana avec des belles appellations, hein, Enmore, Port-Morand. Le troisième, je vais pas le dire parce que je sais pas le prononcer, mais ça commence par UIT. Mais en gros, voilà, Earthlag. ouais, vas-y. Earthlag. Earthlag, ok. Earthlag. Bon, de toute façon, je vais C'est Blue cracher Fruit, mon. je crois. En tout cas, voilà, des belles étiquettes, des gros vieillissements. 27 ans, 31 ans, chez Silver Seal, il y avait 3 bouteilles qui doivent sortir à 1500 balles, un truc comme ça. Hein. Et en fait, je trouve que dans ce lot-là, chez Ballich, il y en avait, il y en avait, il y en avait un peu partout, en fait, Ouais, ouais. des bouteilles un petit peu comme ça. Et il y en avait un chez la Maison du Whisky aussi, un Enmore 91, qui était pour le coup plutôt dans les bons, on va dire. Il y en a deux que j'ai trouvé pas mal, c'est le Enmore de Silver Seal, qui était plutôt très bon même, et puis le Enmore de la Maison du Whisky. Mais au milieu de toutes ces bouteilles, voilà, le dernier, c'est Color of Rome, qui avait aussi des Guyana à chercher. Voilà. D'ailleurs, je pourrais le mettre un petit peu dans mes flops, Color of Rome. Chaque année, ils sont au VIP. Je n'ai pas souvenir d'avoir pris une claque chez eux. Je trouve que on est vraiment dans cette gamme d'embouteilleurs qui met tout derrière l'étiquette, en fait, des références de dingue. Des trucs très très vieux, mais en fait dans la bouteille c'est vraiment pas terrible. Quand on a goûté les deux Caroni qu'il y avait sur leur stand, c'était ouais, ok, il y avait un petit peu de pétrole, donc on sait qu'on est sur du Caroni. Pour le reste, c'est des choses qui sont très chères, qui sont pas terribles. En fait, voilà, c'est vraiment ce côté belles étiquettes, dont on a un petit peu parlé, Simon, sur le côté bouteille peinture lurée, etc. Voilà, on retrouve un petit peu ça. Alors là, on est plutôt sur la référence. En fait, c'est de la recherche de belles références. Voilà, on a l'impression qu'on embouteille une étiquette et qu'on fait pas attention, en fait, à ce qu'on goûte, ou alors on est vraiment sur des produits qui sont plus dans le goût. Et du coup, peut-être qu'il y a des gens qui kiffent et qui vont sur le stand. C'est que ça, Color of France, je sais même plus comment ça s'appelle. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Qui vont sur ces stands-là et qui prennent des claques les unes après les autres. Il y en avait un qui, en plus, c'est toujours en bouteille avec des degrés très très forts. Alors, on était plutôt des pros brut de fût dans nos jeunes années dans le rhum. Mais après, brut de fût, c'est pas juste pour se dire claquer un 65 degrés tout fier, quoi. Il faut que ça ait un sens, il faut que ça corresponde aussi au produit. Je trouve que voilà, pour moi, au-dessus de 60 degrés, à part sur des Jamaïcains blindés d'ester, où du coup le degré il va permettre d'équilibrer un peu le truc. Je suis pas un grand fan des très hauts degrés sur des Caroni à 65-66 degrés, je trouve pas ça ouf. D'ailleurs, le Caroni 2000 qu'on a goûté chez Bélier, pareil, c'est des bouteilles qui sont inaccessibles et en réalité, elles coûtent 3000 balles, elles coûteraient 500, je l'achèterais pas quand même. Parce que le nez est dingue et en fait, en bouche, on a un truc qui est à 65 degrés avec plein de bois. Enfin bref, je digresse un peu, mais en tout cas, voilà, moi, mon flop, c'est plutôt ça. C'est plutôt cette masse de rhum de mélasse, notamment de Guyana, un peu de Barbade, voilà, pas dingue et très cher. Et très, très standardisé, en fait. On est sur un truc assez standardisé. Voilà. Ouais, Romain, je te laisse parler, mais juste, je suis totalement d'accord avec toi sur tout ce que tu dis. Je crois que le Enmore que tu citais, côté du whisky, je crois que c'est un Color of Rome, si je dis Oui, pas de bêtises. effectivement. Donc C'est non, un mais Color of Rome, en après plus, tout le reste, tu vois. je suis d'accord avec toi. Et pour moi, ça me fait un peu penser à Nobilis, qui a sorti peut-être quelques belles bouteilles, mais parmi la masse, est-ce qu'il y a tant de belles bouteilles que ça? Je ne sais pas. Et en effet, on dirait que les gens achètent, enfin, certains IB, et puis des clients aussi, a priori, achètent sans goûter. Et c'est en mode Enmore de 35 ans, bah, j'achète. Ouais, bah, Et goûte. pour compléter, d'ailleurs, je vais peut-être dire le flop de Flo, du coup, parce qu'on a parlé pendant le salon et que ça l'avait marqué chez Color of Rome, par exemple, quand on est arrivé pour goûter. Bah, en gros, la personne qui nous a servi, c'était pas juste une animatrice, elle faisait partie de la boîte. On lui a demandé dans quel sens on faisait le line-up, elle nous a dit comme vous voulez, quoi. Et c'est quand même assez symptomatique. Je veux dire, on est quand même sur des produits. Il y avait deux Caroni de single case, alors qu'ils se ressemblaient. Hein. Mais malgré tout, quand tu embouteilles, tu connais tes produits, il y a quand même toujours un petit peu à aiguiller la personne qui ne connaît pas dans un sens de dégustation. Voilà. Et chez Silver Seal, alors, je ne sais pas si tu voulais dire Romain, mais c'était encore plus le sketch. Il y avait
de jeunes filles qui connaissaient rien du tout à leurs produits. Ils ont servi des doses de cochon en plus, donc tous les jours à 15h, il n'y avait plus rien à boire. Ils sont même pas venus le lundi. Je pense qu'ils avaient passé toutes les bouteilles. Et c'était, voilà, on avait vraiment ce côté, voilà, on vous met une belle étiquette, après, débrouillez-vous avec, quoi. Voilà. J'arrête de m'énerver. À toi, Romain. Alors, je n'ai pas vraiment de flop, mais en fait, enfin, je traduis un peu, je me permets, je réagis parce que vous avez rebondi beaucoup et vous êtes tout à fait d'accord. Je comprends exactement ce que vous voulez dire, mais je suis pas tout à fait d'accord dans le sens où, enfin, si je vais arriver aux mêmes conclusions, mais c'est pour ça que j'ai fait un salon comme ça, on va dire. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous décrivez sur les déceptions en Rome, en fait, moi, très très rapidement, en fait, on n'a pas fait, enfin, à part la dernière journée, Pierre, qu'on a fait tous les deux, on s'est quasiment pas quitté. J'ai pas fait sur les 3 jours, j'ai pas fait beaucoup de temps avec vous parce que en fait, quand je me faisais chier avec les Roms que je buvais, bah, j'allais ailleurs, tout simplement. Et c'est là où je veux dire, ok, il y a des stands comme Silver Seal et où effectivement, j'ai même pas pu toutes les goûter parce qu'en fait, bah, effectivement, je suis arrivé trop tard à chaque fois et que ça servait des gros verres sans expliquer ce qu'il y avait dedans. Je suis d'accord avec ce que vous dites sur effectivement, je pense qu'il y a des embouteilleurs indépendants qui malheureusement cherchent à reproduire en fait ce qu'a fait le succès de Vélier et qui veulent absolument avoir un N-Mort dans leur catalogue, un machin, quitte à ce qu'en fait, s'il soit pas bon, quoi. Parce qu'en fait, bah, soit le truc il est passé, soit il est trop, enfin bref. Et que en fait, en plus la hype qu'il y a eu, si le fût il est toujours en vente, bah, peut-être c'est parce qu'il est pas bon, quoi, tout simplement. Et donc, bon, bah, tu vas l'acheter, tu vas mettre des fortunes là-dedans et tu vas te retrouver à vendre à sortir des bouteilles qui sont invendables, mais au moins, tu as un N-Mort dans ton catalogue, tu as un Guyana, tu as un TDL, tu as un TDL, tu as un Caroni, tu as un machin, tous les trucs sont moyens ou passables, mais au moins, c'est. Voilà. Donc, tu réfléchis plus en termes de marketing qu'en termes de jus. Donc ça, c'est là où la partie où je suis d'accord avec toi, notamment sur ce que tu as dit, Simon. Après, en fait, je ne considère pas que ce soit la majorité du marché, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, moi, vous savez, je me permets, mais j'ai toujours eu ce petit regard. Je viens du whisky au départ, et donc du coup, quand je voyais l'évolution des prix dans le rhum, je disais oui, mais moi, je viens du whisky, ça s'est déjà passé, etc., etc. Et ce que je vois en fait là maintenant au niveau du whisky, c'est qu'en fait les gens en reviennent. Les gens en reviennent parce que des bouteilles hyper chères que personne peut se payer et qui vont juste servir à faire de la collection, en fait, ça intéresse plus personne. Et que c'est pareil, bah, certains IB, en fait, il y a par exemple Kaolida, qui est une grosse maison de whisky qui produit, qui doit être l'équivalent de Saint James, je pense, en termes de quantité, qui a des milliers et des milliers de fûts. Bah, en fait, tous les embouteilleurs indépendants ont des Kaolida, mais au bout d'un moment, ils se ressemblent tous. Il n'y a pas forcément, voilà, il y a plus forcément de pépites, il y a plus forcément. Bon. Donc l'idée, c'est que ça évolue, mais ça va continuer d'évoluer, en fait. Je pense que ce que vous remarquez là, ce que vous notez là, vous n'êtes pas les seuls à le remarquer. Effectivement, on en a rigolé l'année dernière avec certains Guyana qu'on trouvait, tout ce qui tournait autour des noms d'Eldorado. Les Demerara qui cherchaient à surfer là-dessus et on trouvait ça tous plus moyens que les uns que les autres. Bah, encore une fois, cette année, on retrouve peut-être qu'au bout d'un moment, ça va s'essouffler parce que les gens vont se rendre compte qu'il y en a eu des très bons qui sont sortis et que bah, maintenant, alors vous pouvez encore éventuellement en acheter aux enchères à des prix de ma boule, mais en fait, sinon c'est fini. Parce que en fait, c'était bon quand c'est sorti et que les gens les ont bu. Voilà, et c'est tout. Bah, on passe à autre chose, c'est pas grave en fait. C'est plutôt dans ce sens-là. Il faut avancer, on va avancer. Et il y a des gens qui, encore une fois, font plus des choix de marketing que des choix de mettre en valeur des produits. Et ben ces gens-là, peut-être que leurs maisons vont pas durer très très longtemps. Il y a un moment, si vous fournissez, si 75% de votre catalogue est dégueulasse, bah vous allez couler, quoi. Après, il faut faire un petit bémol quand même, en lien avec nos goûts, hein, c'est qu'on est très branché agricole. Et c'est quand même une particularité dans le rhum, hein. Le rhum agricole, ça ne représente pas forcément des si gros volumes que ça, en fait, à l'échelle du rhum au global. Et ce que je veux dire par là, c'est que ce que tu dis sur la fin, en fait, que du coup, ça va pas se vendre, ce qui fait que les mecs ils vont arrêter. En réalité, ça se vend. Et il y a un marché après derrière pour ces bouteilles-là aussi dans les pays, peut-être pas forcément en France, mais en tout cas, c'est des produits qui ont leur clientèle, hein. Les Guyana, ça plaît pas mal. Tout à l'heure, Simon, tu as cité Nobilis. Nobilis, par exemple, c'est une marque qui vend très, très bien ses produits. Il y en a d'autres, peut-être moins. Silver Seal, je trouve les prix délirants, donc je pense que c'est quand même un peu plus dur parce que là, on est sur des prix complètement dingues. Mais un Guyana avec une belle étiquette à moins de 500 balles, les mecs, ils les vendent, hein. Alors peut-être qu'un jour ou l'autre, ils arrêteront de les vendre, mais pour l'instant, ils les vendent. Ça, non, mais c'est pareil. Est-ce que tu sombres pas aussi dans ce côté les gens, ils achètent pour en avoir une, quoi, tu vois, et presque sans l'ouvrir et sans. C'est de la même façon que tu as des gens qui ont acheté des Caroni de dingue et qui sont certainement fermés, sûrement, il y a un petit peu de ça, mais voilà, il faut juste mettre un bémol parce qu'on a quand même des goûts orientés.
Et c'est vrai que ça peut quand même jouer un petit peu dans la balance. Typiquement, tu prends des produits de la Barbade, je pense qu'on regarderait dans nos caves à chacun, on ne trouverait pas. Alors que c'est peut-être une des îles qui vend le plus en termes de volume, quoi. Et du coup, voilà, il y a quand même ce petit biais-là qu'il faut mettre en avant. On a quand même un palais qui est quand même très branché Agri, une conso qui est quand même très branché Agri. On va dire Agri et Jamaïque. Mais ces produits de mélasse un peu standard, notamment voilà, Guyana, Barbade, c'est quand même pas notre gamme déjà à la base. Alors en plus, quand c'est pas terrible, forcément, c'est encore moins. Mais je veux dire, pour qu'on se lève sur un Guyana continental, il faut que le truc il soit quand même assez Oui, mais non, géré. mais Et en fait, d'ailleurs, alors personnellement, moi, excusez-moi, hein, mais du coup, même si vous m'avez bien converti à l'agricole et qu'il y a des produits extraordinaires en agricole, moi, ce qui m'apporte d'entrer dans le rhum, c'est vraiment les rhums de mélasse type mélasse anglaise. Donc, du coup, ce que tu dis, la Barbade, effectivement, la Jamaïque, qu'on partage un peu, mais et puis, bah, les Demerara que j'ai eu la chance de goûter grâce à Flo qui n'est pas là. Ça a vraiment été, c'est vraiment ma cam et ça reste complètement ma cam. Ça, il y a absolument aucun souci là-dessus. Par contre, en fait, ce que je dis, c'est plus en fait dans ce côté nostalgique, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'on cultive une image. Au final, vous vendez un rhum, le meilleur truc de ce rhum, en fait, c'est le nom qui est marqué sur l'étiquette, quoi. Bah, c'est dommage. Enfin, ça n'a aucun sens. Et donc, c'est ce que je dis sur certains Edmore, sur certains, voilà, enfin, on vous sort des ports mourants, des machins. Bah, en fait, non, désolé, mais les meilleurs, ils sont passés et c'est tout, c'est fini. Donc, faut avancer, faut aller de l'avant, quoi. Comme en plus, on a quelqu'un qui est passé le lundi nous informer avec une magnifique veste diplomatico ou Don Papa, je ne sais plus, que Nine Lives c'était le prochain Caroni, donc on va aller de l'avant, on va essayer de voir ça. Et alors je me permets, et c'est vraiment, je suis désolé, je jure que tu n'en aurais pas parlé si tu n'en avais pas parlé, Simon. Mais en fait, je suis pas d'accord avec toi sur Isotier. Je trouve qu'ils ont bien fait de rien sortir cette année. Voilà. Enfin, ils ont sorti leur single casque, quoi, la cour, que j'ai trouvé très très bien d'ailleurs. Mais en fait, ça participe à ce truc de marketing. Et je pense que effectivement, on est dans un marché et on s'en rend compte qui est hyper concurrentiel. Les distilleries et les embouteilleurs cherchent à se démarquer, à créer de la nouveauté, à continuer à sortir de l'engouement et tout. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a un moment, non, en fait, il faut accepter ça. Vous avez rien en vieillissement qui est digne d'être sorti, vous ne sortez pas, quoi. Et puis, c'est pas grave, en fait. Mieux vaut sortir des produits qui, à chaque fois, seront au top que de sortir des trucs parce qu'il faut sortir un truc, quoi. Non, mais Romain, les outils, ils ont du volume en stock. Hein. Non, mais peut-être que j'ai pas été clair. C'était plus un regret de ma part. J'aurais été curieux de goûter leur très beau vieux, mais en fait, je suis d'accord avec toi. S'il reste des carafes d'il y a sorti il y a 2 ans et celle de l'an dernier, ça n'a aucun intérêt de sortir encore des nouveautés Voilà. qui vont perdre les autres. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est juste que j'aurais été content et j'aurais été heureux de goûter des nouveautés, mais c'était plus un petit regret pour moi. Et c'est pas une critique envers la marque. Pour laquelle on a beaucoup d'affection depuis 2 ans, de manière tout à fait justifiée, parce que sur des magnifiques bouteilles, pas trop chères. Donc, Après, moi, je vais être un petit peu plus méchant peut-être, mais par rapport à Isotier aussi, il ne faut pas perdre de vue que ça ne se vend pas très bien. Ça n'enlève pas la qualité. C'est pour moi les meilleurs rhums des dernières années. Et à la limite, le fait que ça ne se vende pas très bien, ça permet aussi de récupérer des bouteilles pour les amateurs à des prix très intéressants. Ils étaient soldés comme des cochons au mois de mars ou au mois de mai là, sur la maison du whisky. Ils étaient à moins 45%. Donc, et en fait, je pense qu'il y a aussi ce côté-là. C'est que Isotier, mine de rien, c'est même derrière toute la qualité des produits, ils ont une image à monter. Pour l'instant, ça se vend pas. En tout cas, ça ne donne pas la sensation de se vendre comme des petits pains parce que c'est disponible partout en quantité. Et à un moment, si tu arrives, les cavistes, il faut aussi qu'ils épongent les stocks. Ils ne peuvent pas stocker des bouteilles non plus en veux-tu, en voilà. Et si tu arrives là avec une nouvelle gamme de 6 nouveautés qu'il faut aller placer chez des cavistes qui ont déjà tes nouveautés l'année dernière à vendre, je pense qu'il y a aussi, ils ont été intelligents aussi de ne pas forcément rajouter encore une nouvelle série. Une nouvelle série sur la série. Alors après, ça se vend pas, je suis pas dans leur compte, hein, mais moi je le constate en tant que consommateur, c'est que des produits d'une telle qualité qui soient aussi facilement disponibles à des prix hyper intéressants 1 an après leur sortie. Alors là encore, ça rejoint ce côté, tout ce qu'on dit depuis le début sur l'étiquette, c'est qu'en fait, Isotier, c'est pas une belle étiquette pour des gens qui, dans le sens qu'on va voir C'est une sur belle bouteille déjà. Pardon? C'est une belle bouteille déjà. Non, mais les bouteilles sont belles. Mais quand on parle sur le côté, la belle étiquette, le hype, le truc à la mode, etc., je veux dire, on en est encore voilà, le mec qui va acheter du Enmore, du machin, il arrive chez Isotier, en fait, il a déjà un petit a priori par rapport au rhum arrangé, etc. Et du coup, forcément, il y a du chemin à faire, en fait, pour que les rhums soient considérés, en fait, à leur juste valeur.
Et ça va Oui. pas, et ça va pas se faire en 2 ans. Et ça passera par, voilà, il va falloir que ça soit beaucoup goûté aussi, etc. Mais je veux dire, les séries l'année dernière, genre Apollonie, Antoinette, enfin, Apollonie, je le trouve fantastique. Pour moi, c'est mon top genre, je le bois quasiment à chaque fois que je bois du rhum, je bois un verre d'Apollonie. Je le trouve vraiment fantastique cette bouteille-là, mais voilà, je pense qu'avant d'amener la suivante, il faut déjà vendre la première. Il y a l'hélice qui avait bien fonctionné, mais pour les autres, après, même la Polonie de l'année d'avant, c'est resté assez longtemps dispo, quoi. Voilà. Donc c'est juste le petit bémol. Je pense que ils peuvent pas non plus se permettre de sortir 6-7 bouteilles tous les ans. On est d'accord. On est d'accord. Mais en fait, là, on dit tous la même chose, quoi. Mais juste, ce qui est ouf, c'est que il y a des gens qui vendent des Enmore 35 ans à 500 balles alors que c'est pas terrible. Et tu as l'Isotier qui ne vend pas ses carafes à 150 € alors qu'elles sont délicieuses, quoi. Ouais, alors après, là encore, peut-être que c'est des gros volumes aussi. Hein. Apollonie, c'est plus de 2000 donc ils doivent en vendre en proportion. Oui, non, bien sûr. Voilà. Mais c'est qu'il y a un truc quand même. On est vraiment sur ce côté mode du marché, en fait. C'est un petit peu ridicule, je trouve. Enfin, après, limite, tant mieux pour nous, tant mieux pour ceux qui savent, en fait, que c'est des produits dingues. Que c'est des produits dingues. Mais il ne faut pas que ça décourage la marque non plus. Et il faut quand même que ça continue à produire des choses parce qu'il y a un potentiel de fou chez Isotier. Et d'ailleurs, on en parlera peut-être après dans les tops. Moi, je l'avais mis de côté, la Isotier, donc j'en reparlerai après. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment un potentiel de dingue dans cette marque. Et là, on est vraiment à contre-feu c'est même sur le salon, hein, où il y a des connaisseurs et tout, tu leur dis, ah, vous allez chez Isotier, les mecs, ils te regardent un peu, l'air de dire, alors qu'en fait, c'est fantastique, quoi. Du coup, on bascule sur les références. Ouais, parce que sinon. Là, voilà la cour du coup d'Isotier. On va dépasser l'heure. Ouais. Putain, on fait une version longue, c'est ça, long métrage. On fait des heures sup. Ouais, donc dans mes bouteilles en référence, alors la cour Isotier, moi j'ai trouvé justement au niveau de la Polonie, ce que je trouve cool chez eux, c'est qu'il y a une trame. En fait, j'ai croisé quelqu'un qui m'a dit il n'y a pas de trame chez Isotier. Je trouve justement l'inverse en fait. On est sur un truc, voilà, il y a un côté floral au nez, il y a une richesse d'arômes. Tu as des marqueurs, c'est clair. C'est opulent, il y a vraiment des marqueurs en fait. Et le Lacour, et là, du coup, je vais quand même te rejoindre Romain, c'est vachement intéressant de rester sur ces produits-là. Et peut-être effectivement, au-delà de ça, il n'y a pas forcément tant de produits dans leurs marqueurs. Mais en tout cas, il y a vraiment des marqueurs. Et celui-là, il est très très bon. Alors après, il est sorti à 170 €, donc ça reste un prix assez élevé et un peu plus cher que les autres années. Et clairement, avec ce qui s'est passé avec l'année dernière, on est un petit peu attentiste aussi pour l'acheter parce que. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'était le meilleur agricole du salon. La deuxième bouteille que je vais mettre en avant, c'est une bouteille. Je ne sais pas si je suis seul à l'avoir apprécié, mais avec les échanges que j'ai eu avec d'autres, ils l'ont pas forcément mis en avant. Mais bon, moi ça m'a plu. C'est le Clarendon de plantation avec la maison du whisky. C'est un 2001. En fait, 2001 ou 2003. Putain, je suis fatigué. En tout cas, il est vieux. Je crois que c'est un 2001. Et en fait, ce que j'ai trouvé cool, c'est que déjà, alors, les plantations avec la maison du whisky, il n'y a pas la triple finition. Hein, c'est juste Bourbon et cognac. Et Bourbon tropical et cognac dans les chais de plantation. On n'a pas le troisième finish qu'ils font dans tous les autres single casques. Donc déjà, on est sur des produits qui sont suscités de nous plaire. Hein. Vous avez bien compris qu'on n'était pas des grands fans de finition en général. Et en fait, ce que j'ai trouvé cool, c'est qu'il était sur un brut de fût, mais à 51,5 degrés. Et en fait, chez Plantation, justement, dans ce côté grand écart, on a souvent sur les Jamaïcains notamment, on a souvent des longues ponts ou des clarendons qui sont à 64-65 degrés. Voilà. Et moi, je sais que je suis moins dans ces produits-là maintenant, et j'ai trouvé que les 51 degrés sur celui-là, ça permettait de faire ressortir une gourmandise et des fruits qui étaient. Enfin, c'est vraiment un côté salade de fruits hyper opulent, hyper agréable. Donc voilà, moi celui-là, alors un peu dangereux sur le côté qui se voit comme du petit lait, mais celui-là, il m'a bien marqué. L'année dernière, déjà, ils avaient sorti le Hamden qui était plutôt cool. Alors, le Hamden, c'est quand même un niveau assez au-dessus. Hein. On était sur un produit vraiment encore autre. Mais en tout cas, voilà, j'ai bien aimé cette bouteille. J'ai bien aimé aussi pas mal de blanc. Alors, peut-être que vous allez rebondir dessus dans ce que vous avez mis. Donc, je ne vais pas parler des longtos, je vais vous les laisser. J'ai bien aimé j'ai bien aimé le Bologne chez Ricci, Domaine Ricci. Voilà, alors brut de colonne, donc là on retombe sur un truc un petit peu fort, 66 degrés, mais hyper intégré et du coup beaucoup de gourmandise. Alors on est vraiment dans les blancs que j'aime bien, moi, hein. C'est ces blancs qui font quasiment 6 ponches à eux tout seuls. Donc j'ai trouvé ça plutôt très bien, quoi. Après, quand on regarde justement le top, effectivement, on reste quand même sur des produits très bons, mais on n'est pas sur des trucs. On n'a pas couru à la boutique pour aller les acheter. Hein. C'est clair, hein, le Isotier, il était dispo. Je suis pas parti avec. Voilà, on reste sur des produits très bons, mais effectivement, ça rejoint un petit peu le niveau moyen du rhum qui était pas. Voilà, on va dire un niveau moyen élevé, mais pas non plus des bombes atomiques.
bons Atomic à goûter. Et puis après, pour citer, j'ai cité tout à l'heure le Enmore de Silver Seal et celui Alors, de la maison du whisky. Il y a le MOBA oui. aussi, de la maison du whisky, qui était plutôt sympa. Pourtant, je suis pas fan de MOBA, mais j'ai trouvé ça plutôt sympa. Donc voilà, pas mal de petites choses comme ça. Il y avait pas mal de bonnes bouteilles. Voilà. Mais je vais rester sur ces trois-là. Top 3, c'est bien. Ouais. Vas-y, Romain. Attends, je vais faire le top de Flo que j'ai noté. Alors, du coup, lui, il a mis en top 1 le line-up gros Perrin, notamment le 76, le 39 et le 25. 1976, 1939 et 1925, sachant que le 76 et le 39, c'est des grandes champagnes qui, donc, du coup, vont sortir sous peu, a priori. C'est pas encore achetable, mais voilà, on avait des étiquettes un peu Manuscrit. Voilà. Manuscrites. Il a mis en 2, et du coup, je ne le mettrai pas dans mon top, et tant pis, le Longto Maison de l'Hédonisme, qui est en fait un parcellaire, mais qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas sorti dans la série des parcellaires. J'explique en fait. Longto, dans ces parcellaires blancs, en fait, il sort des parcellaires qui réduit à 55, et en fait, l'idée, c'est de pouvoir tous les partager. La parcelle 6, de mémoire, c'est une parcelle donc, qui n'était jamais sortie en parcellaire. Donc, elle est plutôt utilisée pour faire des rhums classiques de la maison, on va dire. Et c'est une parcelle qui est extrêmement ensoleillée et du coup qui va apporter un taux de BRX assez élevé, on va dire, dans la canne. Voilà. Et du coup, c'était effectivement assez chouette avec des notes citronnées absolument folles. Et donc, c'est pas dans la gamme des parcellaires parce que du coup, c'est pas sorti à 55, c'est à 58 ou 59 de mémoire. Je sais plus exactement, mais c'est pas exactement le même taux. Le même pourcentage. Et ensuite, qu'est-ce qu'il avait mis d'autre Il a mis en 3. Il a mis en 3 la canne grise. Voilà. Parce que, en fait, alors, je partage son amour pour la canne grise. Il se trouve que on boit des blancs, on boit beaucoup de blancs avec Flo depuis pas mal de temps. Notamment quand on fait des dégustes de blanc. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui sortent sur le blog en plus. C'est pas bien, il faudrait qu'on en fasse plus. Mais et en fait, on est étonné de voir à quel point c'est une petite bouteille qu'on doit trouver, c'est 50 centilitres, mais ça doit se trouver à 30 balles, je crois, enfin 29 €. Et à quel point, en fait, cette référence, elle reste, elle fait le match à chaque fois avec les meilleurs des blancs qu'on peut goûter, quoi. Et on goûte de très très belles choses en blanc, et à chaque fois, on peut pas dire que la canne grise se fasse casser la gueule. Bien au contraire, elle lutte vraiment. Voilà. Et ça ne tombe, enfin, c'est un produit qui reste constant dans le temps, que je rachète à chaque fois que je termine une bouteille. J'en aime souvent une d'avance. Enfin voilà, et je sais qu'il est un peu comme ça. Donc en fait, on l'a regoûté sur le salon et on s'est dit quand même que il y avait complètement match et que c'était très chouette. Je vais juste te dire parce que du coup, ça fait pas partie de son top, mais qui met. Bah, toi, t'en as parlé déjà, Simon, les étoiles, en disant que c'était assez fou. Nous, on a eu la chance en plus avec Pierre de le goûter. Directement à la Martinique, il était en cours de transformation. C'est vrai que c'est absolument superbe. Et il a beaucoup aimé, beaucoup apprécié les 2 brutes de fût de JM, qui pour le coup sortent pas beaucoup de choses. C'est ça qu'on pouvait goûter au VIP. Le 2016 notamment. De mémoire, notamment le 2016. Ouais. Voilà. Ah bah du coup, c'est moi qui dis Ken Grisbiel. Bravo. Ouais, parce qu'il n'y a plus de place après, donc. D'accord. Donc, il fallait faire un choix. Bon, bah, très bien. Eh ben, j'aurais préféré dire Maison des Denis. Alors moi, j'ai noté aussi. En blanc, j'ai goûté. Alors, on peut pas dire dans des bonnes conditions, mais le comment ça s'appelle Je t'oblige à tout changer. Tu as mis la pression. Le 52.2 de Nesson, voilà, qui est effectivement, c'est ça que je dise pas de bêtises. Non, 52,5. 52,5 bio. Oh, putain, 52,5 bio de Nesson. Je me suis arrêté dessus. Je suis un grand fan du décollage, appelé aussi Clos Godino, que je trouve magnifique. Mais effectivement, le 52,5 bio, c'est très bien. Et c'est à peu près tout ce que je vais vous mettre en rhum. Le reste, en fait, j'ai apprécié que des whisky ou des mezcal. Je vais mettre quand même mon coup de cœur du salon, qui est le Glenburgie de la série The Artist 14, qui est un 25 ans, enfin c'est un 29 ans. Mais c'est over 25 ans, donc voilà, effectivement, ça fait un peu plus de 25 ans, puisque ça fait 29. Mais comme c'est mieux de marquer des chiffres ronds sur les bouteilles, ils préfèrent le cataloguer comme un 25 ans, que j'ai trouvé fabuleux. Vraiment, énormément de fruits. J'avais vraiment l'impression d'avoir un panier de fruits au nez et dans la bouche, alors que la céréale de base, c'est l'orge, et que bon, bah, c'est pas. Enfin, je veux dire, en termes, si vous comparez l'orge et la canne au départ, c'est vraiment quelque chose de. Voilà, il n'y a pas du tout le même potentiel. Et ben là, c'était vraiment assez fou ce qu'ils ont réussi à faire.
Alors, je ne l'ai pas acheté, contrairement à mes coups de cœur habituels en salon, parce que ça coûte quand même un certain prix. Et comment 575. 575 exactement. Donc j'ai décidé de ne pas le faire, mais par contre j'ai craqué sur une autre très belle bouteille, qui est une bouteille qui m'a fait un petit coup de cœur personnel. Je conseille pas du tout aux gens de l'acheter comme ça sans savoir ce qu'ils achètent. J'ai eu un coup de cœur pour un Old Pulteney, qui est en fait une distillerie qui est tout au nord de l'Écosse, dans les Highlands de mémoire, et donc du coup il y a en fait tous les embruns marins qui viennent sur les champs d'orge, et en fait vous avez vraiment un côté extrêmement iodé sur ces parcelles et qui ressort en fait dans le whisky. Et si vous aimez bien les whiskies tourbés, ce qui est rigolo, c'est qu'en fait vous avez un peu ce mélange entre la tourbe et donc du coup la terre un peu grasse, la fumée. Et puis non, c'est un 20 ans, c'est un 19 ans même. C'est un peut tenir 19 ans. Et donc du coup là vous avez vraiment un côté fruité assez gourmand, mais vous avez des notes salines et ça se marie très 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 bien. Je trouve ça très agréable et j'avais un souvenir d'un Old Pulteney que j'avais vraiment apprécié comme ça il fut un temps, et ça faisait longtemps que je trouvais que la distillerie avait rien sorti de correct. Et j'ai vraiment craqué là-dessus. Voilà, quoi. Et pour en rebondir, je reviens sur les tops et les flops qu'on a fait tout à l'heure. Pour le coup, c'était un stand qui était tenu où il y avait ce Old Pulteney par la Maison du Whisky. Et en fait, le lundi, quand on est passé déguster ça, alors que la bouteille venait de se terminer dans mon verre et que voilà pour servir Pierre ou alors pour me servir moi, il y a il n'y a pas eu de souci, on a réouvert une bouteille très tranquillement, sachant qu'on ne la finirait pas, et c'était pas grave du tout. Et en fait, il y a des maisons comme effectivement Silver Seal qui finissent leur bouteille à 15h, comme ça ils peuvent aller à la pétanque. Et puis il y a des maisons qui en fait jouent le jeu complètement. Vous êtes au VIP, vous venez, s'il faut qu'on ouvre une bouteille à 18h le dernier jour, bah, on le fera, il n'y a pas de problème, vous êtes là pour goûter et on vous permet de le faire. Et du coup, bah, il y a pas mal de stands sur lesquels jusqu'au dernier jour, jusqu'au lundi, parce que c'est le cas aussi quand on fait le salon 3 jours, il y a des fois où on arrive à la fin, en fait, bah, il n'y a plus rien, quoi, en fait, tout simplement. Moi, j'ai un ami qui n'a pas pu goûter la fameuse Hamden de plantation l'année dernière parce qu'il est arrivé que le lundi, et en fait, tout était terminé, quoi. Et donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a des stands qui jouent le jeu, notamment ceux de la Maison du Whisky, et donc du coup, je tenais à les saluer. Voilà. Avant que tu mettes, Simon, je vais en rajouter une petite dernière. Ah, très M'excuse. bien. En fait, Non. c'est pas vraiment dans les coups de cœur, mais c'est une bouteille que je voulais mettre en avant. J'ai parlé de Vélier tout à l'heure, c'est le Papalin Ayester. Papaline, je sais pas s'il faut dire à l'italienne ou machin. Bref, j'ai trouvé, alors c'est une bouteille qui sort à 50 ou 60 balles. Il y a une version réduite à 47 et une version full à 55, je crois, ou 57, quelque chose comme ça. Et en fait, pour moi, alors c'était très marqué Hamden, hein, pour le coup, même si c'est un blend de Long Pond Hamden Worthy Park, c'était quand même très marqué Hamden. Et pour le coup, là, à partir de maintenant, on me demande un Hamden pour faire découvrir Hamden et je vais aller sur celui-là, quoi. Parce qu'on est vraiment sur quelque chose qui était dans les marqueurs, gourmand, pas cher, bien foutu. Voilà, voilà, je veux juste en reparler parce que j'ai trouvé ça vraiment bien. Alors, on n'est pas forcément la clientèle de base de ce genre de produit, mais à 50-60 euros avec du volume, c'est une vraie belle bouteille. Voilà. Je te laisse terminer, Simon. Ouais, Dis-moi. ok. En parlant de Hamden, je ne vais pas le mettre dans mes tops, mais chez Rest and Be Thankful Rome Company, un truc comme ça, je crois, il y avait un Diamond H de 8 ans, 2016, qui était assez sympa quand même. J'hésite entre très sympa et assez sympa, donc je vais être très sympa et dire très sympa. Et je viens de voir que la bouteille était à 175 €, donc bon, c'est cher quand même, mais voilà, donc éventuellement à goûter en tout cas, pour les amateurs de Hamden assez funky. Moi, dans mes tops, vu qu'on cite les classiques guadeloupéens en rhum blanc, le rejeton de Papario, je trouve vraiment, franchement, plus je le goûte, plus je le trouve délicieux, donc je le mets ici. Je trouve que le Biel 2016, franchement, c'est une bouteille. Pareil, il en reste encore, je crois, il en restait il y a quelques jours au sens large. Et c'est une bouteille magnifique. Donc, c'est un peu comme Isotier. Tu te dis, mais comment ça se fait qu'il en reste encore? Alors, c'est juste incroyable. Après, moi, j'ai beaucoup aimé le Loose Pibous 94 de Lancantada. Ouais. Et ils avaient de mémoire un domaine Bel Air 74. Mes notes de Bel Air 74, ouais, c'est ça, qui était très très différent. Et je trouve ça très intéressant parce qu'ils avaient Loose Pibous qui était très boisé, joliment boisé, et le domaine de Bel Air qui était lui beaucoup plus fruité. Et c'est très intéressant parce que là, tu vois, je trouve que c'est. Je me suis trompé
Je trouve que c'est deux profils qui sont très limite opposés. Et il n'y a pas besoin voilà, c'est juste une belle sélection, donc bravo. Je vais en mettre un seul, il ne faut pas prendre trop de place non plus, parce qu'on a presque plus de place. Et après, ouais, j'ai aussi un whisky au domaine de glace, mais j'ai oublié. C'est le vin jaune, non? Quelque chose comme ça. Ouais, Ah non, c'est quoi l'autre avec le vin. non, c'était quoi non, justement, c'était. Il y avait un nom de Il y code avait qui était cognac, pas sauterne, chiffré. vin jaune, et puis le dernier, c'était un vin rouge, dont on n'a plus la référence. Duras ou Giras. Ouais, non, mais c'était le vin jaune que j'ai bien kiffé, mais j'ai oublié le nom. C'est quoi? C'était. C'est pas Epistème, non? C'était. Système, c'est ça. Non, il y a pas un truc avec Rouf, machin, je sais pas quoi. Bref, c'est pas grave. Je trouverai le nom et je mettrai ça en commentaire. C'est mon instant, parce que j'ai ouvert des onglets à côté que je ne montre pas. Mais bref. Ouais, bah écoutez, je vais rester là-dessus. Je Voilà. peux reprendre la parole pour te laisser chercher si tu veux, parce que il faut quand même, j'ai complètement oublié, mais dans mon top, je vais mettre un Pinot de la maison Pasquet, parce que ils arrivent à me surprendre chaque année. Moi, je trouve ça assez fou. Ça fait 3 ans que j'y vais, et c'était vraiment extraordinaire. Et on en parlait tout à l'heure, parce que c'était un vrai plaisir de discuter avec eux et d'échanger. Mais du coup, il y a un Pinot qui date d'avant 82. Ils vont le sortir probablement d'ici à Noël, mais voilà, c'est un Pinot, hein, ça a 18-20 degrés, je pense, maximum. C'était complètement dingue. C'est complètement dingue. Donc, ils savent que ça a été fait avant 1982, parce qu'en fait, ça a été retrouvé dans une cave. On n'a pas la notation sur le fût. Et a priori, la personne qui a produit ça, en fait, est décédée en 1982. Et donc, sa fille, du coup, sait que au minimum, ça a été fait en 1982. Mais c'est probablement, ça date d'avant. Et voilà, c'était vraiment pas une merveille, quoi. Du coup, vraiment, j'ai pris énormément de plaisir à découvrir ça. Et encore une fois, je reviens sur ce qu'on disait au tout départ, à savoir, il n'y a que au Whisky Live, il n'y a que sur un salon pareil qu'on peut découvrir une telle variété, en fait, dans les spiritueux et dans les produits proposés, quoi. C'est vraiment très chouette. Puis ça permet de mettre un peu en valeur la maison Pasquet, qui nous a accueillis avec beaucoup d'amour du produit. Et j'en rajoute une dernière, mais tu peux pas la noter, Simon. C'est juste un point que je voulais dire. En fait, je l'avais noté, et puis je l'ai un petit peu zappé, c'est ça, de trop préparer ces interventions. C'est en gros, j'ai goûté quelques runs qui m'ont plu. Alors, il y avait le très très vieux cubain sur le stand de Vélier. Ah oui. Moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà, Bah oui. je crois que c'est pas forcément l'avis de tout le monde, mais moi j'ai beaucoup aimé. Alors, je pense qu'il y avait un énorme potentiel dans d'autres circonstances, mais j'ai déjà beaucoup aimé goûter ça déjà, et puis j'ai trouvé ça super intéressant. Et puis il y avait quelques Nicaragua. Voilà, tu vois, tu es en train de l'écrire, Simon. Ouais. Notamment le rhum sponge, qui était. Alors pour le coup, c'est pas du tout une provenance qui me parle, mais je l'ai trouvé plutôt super intéressant. Un peu cher, mais super intéressant. Et chez Richie aussi, il y avait un Nicaragua avec un finish anden qui était plutôt cool. Et un autre, et aussi, enfin, j'ai plus toutes les références en tête, c'est qu'il y avait beaucoup de choses chez Richie. Mais il y avait deux Nicaragua, enfin, un sur un blend avec un TDL, je crois, mais je peux me tromper, et l'autre sur un finish. Et à chaque fois, en fait, j'ai trouvé que c'était intéressant. Voilà, c'était plutôt intéressant. Des goûts qu'on n'a pas forcément l'habitude, des runs sud-américains pas saucés. Donc ça apporte quelque chose, en fait, une petite diversité. Tu parlais de diversité, Romain. Et c'est que voilà, le sponge en évidence, parce qu'il était plutôt sympa. Je crois que c'est dans la sélection de la maison du whisky. Et puis chez les Nicaragua chez Richie aussi plutôt cool. Voilà. Donc je voulais juste rajouter ce petit côté, parce qu'on parle pas peu ou pas du tout de run en général. Voilà, peut-être qu'à l'avenir, on va avoir de plus en plus de choses dans ces provenances-là, peut-être sur des produits destinés au marché européen, pas saucés, etc. On peut l'espérer en tout cas, parce que il y a forcément des belles choses à découvrir dans ces terroirs-là aussi. Il n'y a pas que du sucre, il doit y avoir forcément des belles choses. Donc c'est peut-être de toute façon, aussi pour les explorateurs. De toute façon, Flore de Cagna, moi j'avais bien apprécié leur gamme. En plus, sur une démarche qui peut être mise de côté, entre guillemets, mais enfin, rejetée voilà, mais il avait été, il y a un petit interview sur le blog que vous pouvez aller voir. En gros, ils avaient été mis pointés du doigt à fort juste titre, parce qu'il y avait pas mal de maladies chez leurs coupeurs de canne, et ils ont pris des décisions fortes, et maintenant ils sont a priori en pointe au niveau de tout ce qui est respect des salariés, suivi médical, etc. Donc ouais, moi tu avais découvert, justement, c'est intéressant que tu en parles, Nicaragua avec le Richie pour le 1802 qui s'appelait Dantes de mémoire.
et qui était très, très sympa. Et en effet, ce Rhum Sponge, parfois, juste pour ceux qui ne connaissent pas trop au Nicaragua, quand c'est pour de fût, plutôt bien fait, etc., il y a un petit côté assez torréfié, très sympa. Donc là, je pense qu'on a une liste qui est assez Chargé, en fait. ouais, et puis assez carré sur nos tops. Donc, je ne pense pas qu'on oublie grand-chose, mais voilà. Écoutez, on va mettre fin à ce nouveau récap. On espère que ça vous a plu. Nos débats enflammés font écho à ce débat que vous avez avec vos potes aussi. On espère que tout le monde est en pleine forme et que vous verrez ce live un moment où vous aurez du temps à consacrer au rhum et aux dégustations. Donc, on vous dit à bientôt et n'hésitez pas à prendre soin de vous. Au revoir tout le monde. Au revoir. Moi, je fais des gros bisous à la Moselle. Yes, on a failli oublier. Remontez là, Romain. Les Mosellans, on vous embrasse.